là, en toutes circonstances, eh bien non, parce que ça va vous coûter beaucoup trop cher en temps, en énergie. Et quelquefois, c'est beaucoup trop long. C'est-à-dire, comme je le dis, en situation de médecine d'urgence, eh bien, ça va vous être difficile de retourner prendre votre manuel de médecine, d'énumérer, de faire la checklist des choses qu'il vous faut vérifier, d'attendre les résultats. Non, vous êtes obligé de prendre des décisions. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser les deux systèmes en interaction parce que chacun de ces systèmes va contribuer au diagnostic. Vous allez à la fois vous appuyer sur votre expérience, sur votre base de cas, et aussi sur vos connaissances. Il faut vous appuyer sur ces deux piliers, l'expérience d'une part et les connaissances d'autre part, de manière à pouvoir avoir des jugements intuitifs, mais à les monitorer, voire à les corriger à l'aide d'un raisonnement analytique. Donc ça a été démontré par Arc, qui a demandé à des étudiants en psychologie d'apprendre à interpréter des ECG. Donc, effectivement, on considère que les étudiants en psychologie sont des novices complets en matière de lecture d'ECG. Donc, on leur fait un apprentissage. Ils ont 5 ou 6 séances de TD pour apprendre à interpréter les ECG et on les soumet à un examen. Ces étudiants, on va les diviser en 4 groupes. Au premier groupe, on va demander aux étudiants d'analyser les caractéristiques des ECG pour former un diagnostic avec une liste d'anomalies à vérifier de manière systématique. Donc là, on est dans le mode raisonnement analytique. Vous avez des checklists, vous avez des critères, vous les vérifiez. Un deuxième groupe, on va leur demander de se baser principalement sur la ressemblance du tracé qui est posé à l'examen avec les tracés qu'ils ont vus pendant les ED. Et donc là, on les induit à faire des raisonnements par analogie, des raisonnements automatiques et intuitifs. Le troisième groupe, on leur dit, voilà, utilisez la checklist, raisonnez de manière systématique. On leur dit, mais de toute façon, le tracé que vous aurez à l'examen, c'est un des tracés que vous avez déjà vus en cours. Donc là, on est en mode analytique et automatique implicite. On ne leur dit pas directement utiliser les ressemblances, mais on leur dit, voilà, ça va être un des tracés que vous avez déjà vus. Et enfin, le dernier, on dit, fiez-vous aux ressemblances, mais ne concluez pas trop vite. Vérifiez systématiquement votre conclusion par une série d'anomalies à vérifier de manière systématique. Donc là, ils sont en mode analytique et automatique explicite. On leur dit, recourez aux deux systèmes, fiez-vous à votre jugement, mais vérifiez-le de manière systématique. Eh bien, quand on regarde le pourcentage de réussite, on s'aperçoit, vous voyez, que quand on est en analytique pure, il y a 40% de réussite. Quand on est en intuitif pur, même chose. Et quand on est en combiné, à ce moment-là, on prend plus de 12 points. Et en combiné explicite, c'est un petit peu plus supérieur. Donc vous voyez que vous améliorez votre performance de 10 à 15% en recourant aux deux systèmes, aux deux modes de raisonnement, plutôt qu'à un seul des deux. Et ça, si vous voulez, c'est nouveau parce que pendant des années, la médecine a reposé sur un apprentissage, je dirais, basé sur l'exemple, c'est-à-dire que c'était l'expérience, entre guillemets, le fait de voir des cas qui faisaient ça. À un moment, vous avez toute une vague de médecine statistique, c'est-à-dire qu'on vous incitait à être plutôt bayésien, de raisonner en termes de probabilité, etc. Et maintenant, on arrive à une position plus raisonnable et médiane, qui est qu'il faut s'appuyer sur les deux. Il faut s'appuyer à la fois sur l'expérience clinique, mais il faut vérifier vos intuitions cliniques de manière systématique. C'est ce qui fait que, contrairement à ce qu'on pense, les vieux médecins sont les moins compétents. Moi y compris, hein, donc, parce que effectivement,
C'est pas parce que j'ai du mal avec ma mémoire, parce que je sucre des fraises et autres. Non, non, pas du tout. C'est simplement parce que je m'appuie trop sur mon expérience. Je vérifie plus systématiquement mes diagnostics. C'est-à-dire que comme j'estime que j'ai vu je ne sais combien de milliers de patients, eh ben je me dis, bon, bah, du coup, c'est bon, je vois un patient, dans le couloir, je fais le diagnostic. Ouais, mais il vaut mieux vérifier quand même. Parce que sinon, effectivement, je deviens vétérinaire et je me mets à l'entrée de l'hôpital et je dis, bon, ça c'est une dépression, ça c'est une schizophrénie, ça c'est une personnalité borderline. Bon, dans l'ensemble, ça va peut-être marcher, mais bon, c'est vraiment à utiliser si le budget de la sécurité sociale s'effondre hein, seulement. Donc, comme on a quand même encore un peu de sous pour le système de santé, eh bien, il vaut mieux consommer un peu de ce budget en temps pour vérifier les impressions et les intuitions diagnostiques. Si vous ne vérifiez pas, vous ferez plus d'erreurs médicales. Pour cela, pour que quand même votre expérience elle serve à quelque chose, il est important que vous ayez un feedback. C'est-à-dire que vous ayez un suivi de vos décisions pour savoir si vous aviez raison ou pas. Donc ça, par exemple, si vous êtes en médecine générale, vous voyez un patient dans votre cabinet, vous avez une idée diagnostique, vous prescrivez un traitement, etc. Ce qui est important, c'est de revoir le patient afin de savoir si vous aviez raison ou pas. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir modifier votre expérience. Si vous ne revoyez pas les patients, eh ben, vous serez toujours convaincu que vous avez raison, vous serez convaincu que vous avez accumulé une longue expérience et en fait vous n'aurez rien accumulé du tout. Pour avoir de l'expérience, il faut vérifier. Et donc là, il faut revoir ces patients. Ce qui est un petit peu l'écueil de l'enseignement hospitalier, puisque vous voyez des patients à l'hôpital, il y a un diagnostic qui est posé, etc. Et puis, ils sortent et vous avez peu de chances de les revoir. Donc finalement, vous avez peu de chances de savoir si ce qui a été décidé, ce qui a été fait, était pertinent ou pas. Ça, c'est le médecin qui va le suivre, qui va le savoir. Et donc c'est un peu pour ça que c'est important aussi de faire des stages en consultation, parce que là, vous allez avoir le suivi et vous allez savoir quel est le résultat des courses, est-ce que les diagnostics étaient pertinents ou pas, est-ce que les traitements qui ont été proposés étaient pertinents ou pas. Parce que vous avez toujours des surprises. Hein. Vous pensez à quelque chose, vous donnez un traitement, vous revoyez le patient 15 jours après, il va mieux, vous êtes très content. Et puis quand même, le patient, il a un peu de remords, donc à la fin de la consultation, il vous dit, vous savez, je n'ai pas pris mon traitement. Donc du coup, ça remet en cause tout ce que vous pensiez, c'est-à-dire qu'effectivement, il va mieux, mais c'est une fluctuation spontanée, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait, vous, comme manœuvre thérapeutique. Donc vous avez besoin de cette information-là pour modifier votre expérience et pour modifier votre façon de faire. Donc il faut travailler les deux aspects du raisonnement médical. Les stages cliniques, ça va vous permettre d'avoir un maximum de cas cliniques, d'augmenter votre base de cas. Pour que cette base de cas elle soit efficace, il faut les voir activement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de les regarder dans leur lit, dans leur rue, dans un bureau d'examen. Il faut lire le dossier, il faut recueillir l'information, il faut que vous fassiez une expérience. Et puis les cours vont vous permettre d'apprendre à confirmer un diagnostic de manière analytique. Les erreurs, il ne faut pas voir ça comme une catastrophe, mais il faut voir ça comme un moyen d'apprendre. Les erreurs, ça vous donne un feedback. C'est un feedback qui est fondamental pour corriger vos intuitions et pour mémoriser de manière durable. C'est pareil dans les révisions. Il vaut mieux que vous testiez vos connaissances, plutôt que de passer 1 heure à apprendre par cœur un cours. Il vaut mieux que vous appreniez le cours pendant 30 minutes et que vous passiez les 30 minutes suivantes à vous interroger sur le cours. Parce que vous allez vous tromper. Mais en reconnaissant que vous êtes trompé, que vous vous souvenez plus de tel ou tel élément, vous allez mémoriser beaucoup mieux. Donc ça, fondamental le feedback. Et puis, restez humble, ne concluez pas trop vite et vérifiez toujours votre diagnostic jusqu'à la retraite. Pour vous permettre d'apprendre un peu plus, je vais vous poser une série de QCM.
juste là, pour vous rafraîchir. Les erreurs diagnostiques ont pour origine... Ah non, ne dites pas la réponse, vous la gardez pour vous, je vous donne la réponse. C'est juste pour voir comme ça ce dont chacun d'entre vous se souvient. Les erreurs diagnostiques ont pour origine A, un manque de connaissance du médecin, B, des erreurs de raisonnement du médecin. Non, réponse B, je pense que votre fierté personnelle vous a orienté là-dessus aussi. Les heuristiques cognitives sont A, des procédés qui mènent toujours à la meilleure solution, B, des règles de décision compliquées, C, des erreurs de raisonnement, D, elles servent surtout à résoudre des problèmes simples, E, elles sont utiles lorsqu'on n'a pas toutes les informations nécessaires. E, elles sont utiles lorsqu'on n'a pas toutes les informations nécessaires. Entre le système 1 intuitif et le système 2 analytique, lequel aboutit à des décisions reproductibles et indépendantes du contexte dans lequel ces décisions sont prises. Système 1 intuitif, système 2 analytique. C'est votre dernier mot. Le système 2 analytique, bien sûr. Vous recevez un patient aux urgences et après l'avoir examiné, vous concluez à un coma diabétique. Vous recevez alors un résultat biologique qui vous indique que ce patient a pris des tranquillisants. Vous vous exclamez, tout le monde prend des tranquillisants, et vous continuez sur votre hypothèse initiale. Situation un peu extrême, je l'avoue. Quel biais de raisonnement commettez-vous? A, un biais de prudence irrationnelle, un biais de jugement rétrospectif, un biais d'accessibilité, un biais de confirmation, un biais de satisfaction. D, biais de confirmation. Adjugé. Vous venez de lire un article sur la tuberculose résistante. Le lendemain, vous dînez avec vos parents et votre mère tous. Vous lui demandez, inquiète si elle crache du sang. Quel biais de raisonnement commettez-vous? Un biais de jugement rétrospectif? Un biais de prudence irrationnelle? Un biais de confirmation? Un biais d'amplification? Un biais d'accessibilité? E. Exact, biais d'accessibilité. Vous avez envie d'aller au théâtre avec Alix. Si elle n'est pas disponible, vous irez au cinéma. Alix ne répond pas. Vous laissez un message. Vous attendez qu'elle vous rappelle et vous finissez la soirée chez vous devant la télé. Le lendemain, Alix vous répondra qu'elle n'avait plus de batterie et s'en est aperçue ce matin. Elle aurait bien voulu voir la pièce. Quel biais de raisonnement avez-vous commis? Un biais de confirmation? Un biais de jugement rétrospectif? Un biais de prudence irrationnelle? Un biais de procrastination? Un biais d'accessibilité? Bon, je sais, Alix, c'est un peu difficile, mais bon. Vous avez commis un biais de prudence irrationnelle. Vous aviez décidé que si elle était là, vous faisiez quelque chose, si elle n'était pas là, vous feriez autre chose. Mais comme vous attendez qu'elle vous rappelle, vous ne faites rien. Vous avez suturé un patient aux urgences. Ce dernier revient en consultation et présente une infection locale. Le chef de clinique vous engueule parce que vous avez fait un travail de cochon. Pourtant, vous avez fait les points de suture sous la supervision du chirurgien de garde. Quel biais de raisonnement a commis ce chef de clinique? Un biais de confirmation? Un biais de jugement rétrospectif? Un biais de prudence irrationnelle? Un biais de crucifixion? Un biais d'accessibilité? Un biais de jugement rétrospectif. Comme il y avait une infection, il a jugé que vous aviez mal travaillé. Et donc, pour expliquer l'infection, il fallait, ça s'explique logiquement pour lui, par le fait que vous avez mal suturé. Ou vous avez suturé à main nue, sans vous être lavé les mains, enfin tout ça. Voilà, donc fin des quiz. Et, ah ben non, j'en ai encore un. Pour bien pratiquer la médecine, A, ça ne sert à rien d'aller en cours, c'est l'expérience qui compte. B, je connais les cours par cœur, aller en stage est une perte de temps. C, plus je pratique, moins j'ai besoin de réfléchir. D, en revoyant mes patients, je vérifie si j'avais raison ou pas. Donc je vous encourage à répondre D.